Salut chers étudiants, j'espère que vous vous sentez bien. Après avoir achevé la partie de la fonction financière dans le cadre du programme de la deuxième bac SGC de la matière économie et organisation administrative des entreprises, aujourd'hui on va entamer une nouvelle partie, à savoir la mercatique. Dans le premier cours est la notion de la mercatique et la classification des marchés. Étymologiquement, le mot mercatique, ça provient du mot latin mercatus, qui veut dire marché. Et de même, le mot marketing, ça provient du mot anglais market, qui veut dire le marché. Ce qui nous invite à se poser la question, c'est quoi le marché? D'après ce que vous avez vu en économie, le marché est l'espace ou bien le lieu de rencontre entre deux antagonistes, à savoir les offreurs et les demandeurs d'un produit qui se rencontrent en vue de réaliser un échange. Sur le plan schématique, on peut dire les offreurs proposent des produits en faveur des demandeurs contre un prix dont le bénéficiaire est les offreurs. Ces antagonistes, ils ont d'autres appellations, à savoir les producteurs, les face consommateurs. Vous avez aussi les vendeurs face aux acheteurs, les entreprises face aux clients. Pourtant, ce schéma simpliste du marché nous invite à se poser beaucoup de questions à propos du marché. Par exemple, est-ce que les entreprises sont sûres et certaines que leurs produits sont bien désirés, achetés par les clients? Est-ce que ces clients vont-ils accepter facilement ces produits sous n'importe quelle présentation et à n'importe quel prix? Est-ce que les clients, les entreprises, sont les seuls acteurs du marché? Et aussi, est-ce que cette définition, est-ce qu'elle est valable en marketing? Et d'abord, c'est quoi le marketing? Pour répondre à ces questions, voici le plan qu'on va adopter tout au long de cette capsule. D'abord, on va voir dans un premier chapitre l'introduction à la mercatique. Et là, on va voir deux éléments, l'apparition et l'évolution du marketing, puis on va proposer une définition de la mercatique. Ensuite, dans le cadre d'un deuxième chapitre, on va voir le marché et l'entreprise. On aura l'occasion de définir qu'est-ce que c'est le marché en marketing, puis on va voir une classification des marchés selon deux approches, à savoir l'approche descriptive et l'approche dynamique. Bon, commençons par le premier chapitre qui est la notion du marketing, bien la mercatique. Il faut rappeler un point très important, c'est que le marketing s'est développé aux États-Unis d'Amérique. Bon, la première phase, ou bien la première approche historique du marketing, c'est l'approche production, suivie par l'approche vente et finalement l'approche marketing qui s'est déroulée en deux stades, ou bien en deux stations. D'abord la naissance à partir des années 50, puis l'élargissement du concept à partir des années 70. Commençons par la première approche qui a commencé dès le début de la révolution industrielle jusqu'à 1929. Durant cette période, la société américaine elle a enregistré énormément de besoins non encore satisfaits par les entreprises. Par ailleurs, les Américains souffrent des revenus moyens qui étaient encore faibles. Ce qui fait les entreprises se sont posé la question comment peut-on répondre à ces besoins qui ne sont pas encore satisfaits à des prix réduits. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises ils ont d'abord adopté le taylorisme pour augmenter la productivité, ensuite le Fordisme pour standardiser la production et réduire le coût de production. Ce qui fait que les entreprises, ils ont arrivé en fin de compte de créer un éventail de produits nouveaux pour satisfaire les besoins non satisfaits et à des prix accessibles. Si on veut résumer cette partie, on voit que les entreprises se concentrent beaucoup sur la production. Maintenant, on va passer à la deuxième approche qui est l'approche vente à partir des années 1930. Bon, durant cette période, il y avait une forte baisse de la demande à cause de la crise de 1929 qui a commencé dans cette date, mais s'est aggravée et propagée à partir de 1930.
Ceci a été suivi par une surproduction, ce qui fait que les entreprises ils ont commencé à se poser les questions comment peut-on stimuler la demande afin d'écouler le stock des biens produits qui ne sont pas encore vendus. La solution était, au lieu de privilégier la production, c'est de privilégier la vente des produits à travers l'encouragement des distributeurs et des vendeurs, en leur donnant le matériel et les moyens nécessaires pour réaliser plus de ventes. Ensuite, les entreprises ils ont commencé à faire attention à la présentation de leurs produits à travers des packaging attractifs. Et finalement, les entreprises ils ont commencé à s'appuyer beaucoup sur la publicité. Finalement, les entreprises ils ont réussi, ils ont commencé à produire des biens. Ils ont arrivé à motiver leurs vendeurs et distributeurs et ils se sont concentrés sur la présentation à travers des packaging attractifs et aussi ils ont utilisé d'une manière avancée la publicité pour écouler ou bien inviter les clients à acheter plus. Maintenant on va voir l'approche mercatique, la troisième approche qui a commencé dès les années 50. Durant cette période, il y avait une croissance importante, voire même une croissance à 2 chiffres. Et ça a accompagné aussi la transition vers une société de consommation, ce qui a favorisé la création d'énormément d'entreprises. Et conséquemment, on a eu une conséquence intense entre ces entreprises. Aussi, il y avait une multitude, ou bien la création d'un éventail de produits tout à fait nouveaux qui sont mis à la disposition des clients. Pourtant, la motivation du personnel et la publicité étaient insuffisantes pour écouler la production. C'est la raison pour laquelle les entreprises ils ont changé de vision. Au lieu de penser en termes de vente, ils ont commencé à écouter bien les attentes et à détecter bien les attentes de leurs clients. Ensuite, ils ont commencé à adapter leur production et leur manière de commercialiser les produits afin de proposer des produits qui sont bien désirés par le client. Ensuite, la deuxième étape, toujours dans le cadre de la troisième approche, c'est l'élargissement du concept du marketing. Dans cette étape, le marketing a dépassé le stade d'étude des attentes des clients. Il englobe aussi tout ce qui est planification et mise en œuvre de la tarification, la promotion, bien ce qu'on appelle la communication commerciale et la distribution pour produire des biens et services et aussi des idées réalisées non pas uniquement par les entreprises mais aussi des États et des associations. C'est à partir de là qu'on a commencé de parler sur la démarche marketing qui se compose de 3 éléments. D'abord, l'étude de marché, ce qu'on appelle le marketing d'études. Ensuite, la partie de la planification où on traite des questions à propos du positionnement, le ciblage, la segmentation, le branding, ainsi de suite. Ça s'appelle le marketing stratégique. Ensuite, la mise en œuvre des 4 P qui sont le prix, le produit, la promotion, bien la communication commerciale et la distribution, ou bien place en anglais. C'est ce qu'on appelle le marketing opérationnel. Pour ce qui concerne notre programme, dans le cadre du marketing d'études, on va voir les types d'études de marché. Pour ce qui concerne le marketing stratégique, on va seulement aborder la segmentation. Alors, pour ce qui concerne le marketing opérationnel, on va voir ce qu'on appelle le marketing mix ou bien les 4 P. Alors maintenant, on va présenter une définition de la marketing, ou bien le marketing. Le marketing, c'est la mise en œuvre sur des bases scientifiques de toutes les activités qui ont pour objectif d'abord la détection, ensuite la prévision, la stimulation et le renouvellement des besoins des utilisateurs d'une catégorie d'un produit, ce qui sert, bien qui permet les entreprises à adapter en permanence leur appareil productif et commercial pour répondre en permanence aux besoins de leurs clients.
Maintenant, on va commencer le deuxième chapitre, qui est le marché et l'entreprise, où on aura l'occasion de déceler une définition du marché en marketing. Et on va commencer par un exemple du marché des traitements anti-anxiété. D'après ce qu'on a vu en introduction, le marché, c'est le lieu de rencontre des offreurs et des demandeurs. Les offreurs proposent un produit en faveur des demandeurs. Ces derniers paient un prix en faveur des offreurs contre l'utilisation des produits. On va présenter le cas de mademoiselle Rita. C'est une étudiante en médecine, 3e année médecine. Vu le stress des études et des stages, elle a passé par un neurologue. Il a demandé son aide, il lui a proposé d'acheter le médicament X dont le coût ou bien le prix d'usine, c'est 105 dirhams. Dans ce cas, monsieur le neurologue, il a influencé la décision de Rita pour acheter spécialement le médicament X. Rita, il voulait bien avoir ce médicament à son prix d'usine qui est 105 dirhams. Mais pour être remboursé par les organismes de prévoyance sociale, il est obligé de passer par une pharmacie et payer un prix supplémentaire, une marge supplémentaire, soit le total de 150 dirhams. En plus, l'État oblige ou bien interdit aux entreprises qui vendent des médicaments de les vendre directement à leur consommateur final. Donc, ici, la pharmacie joue le rôle de distributeur, alors que l'État et les organismes de prévoyance sociale jouent le rôle de régulateur. Maintenant, on va présenter le cas de M. Karim. C'est un entrepreneur, c'est un jeune entrepreneur. Il a eu des problèmes d'anxiété. Il a demandé l'aide de son coach, qui lui a préconisé de voir, puisqu'il est toujours occupé, d'acheter une formation d'un psy formateur dont le nom est Y, mais la formation il coûte 300 €. Elle est en ligne. Le problème, c'est que ce psy formateur Y, il n'a pas son site propre à lui, ce qui fait qu'il a proposé sa formation dans un site qui s'appelle udemy.com. C'est un site très connu de formation qui se charge de la distribution des formations. Et aussi pour payer sa formation et assurer l'achat, Karim est obligé de passer par une banque et acheter une carte de paiement des charges des sites internet situés à l'étranger. En plus, il ne doit pas dépasser un seuil de 15 000 dirhams. Dans ce cas, on voit que le mentor a influencé la décision de M. Karim pour acheter spécialement la formation du formateur Y, et le site de udemy.com, il joue le rôle de distributeur, alors que la banque joue le rôle de régulateur. Si on veut définir le marché, selon ce schéma, c'est un espace où il y a des producteurs face à leurs clients, mais ils passent par l'intermédiation des distributeurs, et les décisions des clients, ils sont influencées par des influenceurs, comme c'est le dernier cas, le mentor. Et le marché tout entier, il est parfois régulé par une tierce personne, ou bien une autre personne. Par exemple, le dernier cas, c'est la banque. Et pour acheter ces produits, les clients devraient normalement avoir suffisamment d'argent. Ça veut dire être ce qu'on appelle être solvable. Ceci va leur permettre de choisir entre une palette de produits. C'est la raison pour laquelle on dit que les produits sont substituables. Ça veut dire qu'ils sont adaptés. Les consommateurs peuvent acheter ou remplacer le produit qui convient beaucoup à leur attente. Donc, en s'appuyant sur cet exemple et aussi ce que vous avez étudié en économie, on peut dire le marché, tout court, c'est le lieu de rencontre des demandeurs solvables et des offres qui sont substituables du point de vue des consommateurs. Et cette rencontre aboutit à un échange. Les producteurs et les clients ne sont pas les seuls acteurs du marché. Il y a aussi les influenceurs, les distributeurs, voire aussi les régulateurs. Maintenant, on va voir le deuxième élément dans le cadre du deuxième chapitre, le marché et l'entreprise. Et on va voir la classification des marchés, selon d'abord l'approche
descriptive et on va voir en premier lieu la classification selon la nature du produit vendu. Il y a le marché des produits matériels, par exemple une tablette, un PC, une chaise. Et il y a aussi le marché des produits immatériels, comme par exemple les services financiers d'une banque, les services d'un comptable, les services juridiques d'un avocat. Maintenant, on va traiter une deuxième répartition, toujours dans le cadre de l'approche descriptive, à savoir la répartition selon la destination du produit. Il y a les produits de consommation, bien le marché des produits de consommation, comme par exemple les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, les vêtements. Il y a aussi, toujours dans la même classification, les produits industriels, par exemple les machines de production, les outils qui servent à finaliser la production, les produits finis, et aussi le parc de transport. Maintenant, on va partir à une troisième classification selon maintenant l'étendue géographique. Et il y a le marché local où le vendeur et l'acheteur sont situés dans la même ville, le marché régional où l'acheteur et le vendeur sont situés dans la même région, le marché national où les vendeurs et les acheteurs sont situés dans le même pays. Et finalement, le marché international où les vendeurs, les acheteurs sont situés dans des pays différents. Toujours dans le cadre de l'approche descriptive, il nous reste de traiter une dernière classification, à savoir la classification selon le niveau d'analyse. Il y a le marché réel, si vous voulez dire, c'est sigma ou bien le total des clients d'une entreprise. Et le marché potentiel, c'est le maximum des clients qu'une entreprise peut atteindre. De toute façon, on aura l'occasion de détailler ça dans l'approche dynamique. Maintenant, on va aborder une deuxième classification on va aborder la classification selon une deuxième approche, à savoir l'approche dynamique. On va commencer par le cas, par exemple, des produits laitiers. Il y a des personnes qui consomment des produits laitiers et des personnes qui ne consomment pas les produits laitiers. Ces personnes, on peut les diviser en non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire c'est des personnes qui refusent ou bien qui ne veulent pas consommer des produits laitiers. Pourquoi? Parce qu'ils suivent par exemple des régimes alimentaires. Et il y a des personnes qui ne prennent plus des produits laitiers. Pourquoi? Parce que ça risque de porter atteinte à leur santé, par exemple s'ils ont des allergies vis-à-vis des produits laitiers. Pour les consommateurs, il y a les consommateurs, par exemple, d'une entreprise dans la marque S et les produits laitiers de ses concurrents. Pour les clients, ou bien la somme des clients de l'entreprise S, ça s'appelle le marché actuel de l'entreprise S, alors que la somme des clients de l'entreprise de la concurrence, ça s'appelle le marché actuel de la concurrence. Et la somme de ces deux marchés, ça donne ce qu'on appelle le marché réel ou bien actuel des produits laitiers. Avec le temps, il se peut que l'entreprise S arrive à convertir certains clients de la concurrence et aussi convaincre des non-consommateurs relatifs à consommer à nouveau des produits laitiers. Et la somme de ces parties, ça nous donne ce qu'on appelle le marché potentiel de l'entreprise. Et le total du marché actuel ou réel plus l'ensemble des non-consommateurs relatifs, ça nous donne ce qu'on appelle le marché théorique. Maintenant, on va passer à des formules, toujours dans le cadre de la deuxième approche, qui est l'approche dynamique. On va traiter la notion de la part de marché absolu en valeur et en volume. D'abord en valeur, la définition mathématique, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise ou bien du produit divisé sur le total du chiffre d'affaires du marché. Façon. La part de marché, il y a aussi la part de marché absolu en volume, c'est le nombre d'unités vendues du produit
divisé par le total des unités vendues sur l'ensemble du marché de ce produit, fois 100. On va partir maintenant à une application numérique et on va présenter le cas de 3 entreprises. Ça va l'entreprise A, B, C. Bon, l'entreprise A a réalisé un chiffre d'affaires, bien, il est arrivé à vendre 80 unités à un prix unitaire de 5 dirhams. Et l'entreprise B est arrivée à vendre 160 unités au prix unitaire de 6,5 dirhams. Et l'entreprise C, elle a vendu 250 unités à un prix de 3,7 dirhams. Et on vous demande de calculer d'abord le chiffre d'affaires de chaque entreprise, ensuite de remplir ce tableau où vous devez normalement calculer la part de marché absolue en volume, ensuite la part de marché absolue en valeur, et en fin de compte, on va dresser ensemble une représentation graphique de la part de marché absolue en volume et la part de marché absolue en valeur. J'espère que vous avez eu l'occasion de faire cet exercice. Et on va passer maintenant à la correction. On remarque que l'entreprise A a réalisé un chiffre d'affaires de 400 dirhams, alors que l'entreprise B elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1040 dirhams, et l'entreprise C un chiffre d'affaires de 875 dirhams, sur le total de 2315 dirhams. Si on passe au calcul des parts de marché absolu, d'abord en volume, on remarque que l'entreprise, d'après les calculs, a réalisé une part de 17,3%, B 44,9% et l'entreprise C 37,8%. Pour ce qui concerne la part de marché absolu en valeur, l'entreprise A a réalisé une part de 16,3%, l'entreprise B 32,7% et l'entreprise C 51%. Passons maintenant à la représentation graphique. On remarque que selon la part de marché absolue en volume, que l'entreprise C figure en première position, suivie de l'entreprise B et finalement l'entreprise A. Alors qu'en calculant la part de marché absolue en valeur, on voit que l'entreprise C elle a passé à la deuxième position, alors l'entreprise B qui était en volume en deuxième position, elle a passé à la première position. De toute façon, vous aurez l'occasion à voir ceci dans le cadre de la politique de prix. L'entreprise, vous allez voir que l'entreprise C elle adopte une stratégie de pénétration en baissant le prix afin de réaliser plus de parts de marché en volume, alors que l'entreprise B elle adopte une politique de décrémage en augmentant son prix et en se positionnant sur des segments de haut de gamme. À retenir que la démarche marketing se compose de 3 grands éléments. D'abord, l'étude de marché, c'est la détection des attentes des clients, c'est ce qu'on appelle l'étude de marché. Ensuite, la planification qui concerne tout ce qui est segmentation, positionnement, branding. C'est ce qu'on appelle le marketing stratégique. Et ensuite, la mise en œuvre des 4 P qui sont le prix, le produit, la promotion, ou bien la communication commerciale et la distribution, ou bien place en anglais. C'est ce qu'on appelle le marketing opérationnel. Dans notre programme, pour ce qui concerne le marketing d'études, on va étudier les types d'études de marché. Pour ce qui concerne le marketing stratégique, on va étudier uniquement la segmentation. Alors pour ce qui concerne le marketing opérationnel, on va étudier ce qu'on appelle le marketing mix. Ça veut dire les 4 P, à savoir le produit ou bien la politique de produit, ensuite la politique de prix, suivie par la politique de communication ou bien promotion en anglais, et la politique de distribution ou bien place en anglais. Merci bien pour votre aimable attention. Et dans le prochain cours, on aura l'occasion de détailler la notion de segmentation, comment on va diviser les clients sous forme de groupes homogènes afin de bien les cibler. Et aussi, on va voir la notion d'études de marché qui sont 3. D'abord, l'étude documentaire, ensuite
l'étude qualitative et finalement une étude quantitative. Et merci bien.